Bonjour, je suis Aude Nazerola, accompagnante en relation d'aide, et voici mon index ABC. La relation d'aide, c'est une technique d'accompagnement qui a été issue des travaux de Carl Rogers, un psychologue humaniste américain du XXe siècle. Et c'est une technique qui est basée sur l'écoute active, les entretiens non directifs, et puis ce qu'on appelle une approche centrée sur la personne. C'est-à-dire que mon rôle en tant qu'accompagnante, ça va être de créer un espace-temps, une bulle où la personne va pouvoir se sentir vraiment écoutée, libre d'être elle-même. Et c'est cet état d'être, accompagné bien sûr de mes questions, de mes reformulations, de mes propositions de mise en pratique, qui va lui permettre de cheminer pour savoir quelles ressources activer, quelles sont les solutions à mettre en place pour résoudre sa problématique et progressivement l'amener vers son autonomie. J'ai une double casquette, donc d'une part, ça peut être des entreprises, des organisations qui ont envie de libérer la parole sur le sujet de la souffrance au travail, stress chronique, burn-out, harcèlement moral, sexuel, conflit, ce qu'on appelle les fameux risques psychosociaux. Donc je fais ça à travers des cercles de parole, des ateliers, des formations. Et d'autre part, tout adulte qui a envie finalement de se sentir, plus serein dans un monde ô combien agité. Souvent il y a 2 grands motifs de prise de rendez-vous. Le premier, c'est: j'ai envie de mieux me connaître et de mieux me comprendre, donc plutôt la partie connaissance de soi, développement personnel. Et le deuxième motif, c'est: je suis face à une difficulté, une épreuve, un deuil, une maladie, un scénario répétitif, un problème relationnel, peu importe, mais toute situation dans laquelle je me sens bloquée et dont je me sens en souffrance. Mon style d'accompagnement est plutôt dynamique, on m'appelle souvent le couteau suisse parce que j'aime bien aller piocher un petit peu des outils à droite à gauche. Il y a la psycho bien sûr, mais il y a aussi l'énergétique, le transgénérationnel, la kinésio, l'art-thérapie et cetera. Et puis je suis plutôt, naturelle, je dirais un petit style, nature peinture. En tout cas, moi ce que j'aime bien faire, c'est, traiter des sujets sérieux et parfois lourds avec, de la légèreté. Je pense que c'est pas incompatible, dans la joie et la bonne humeur et je pense qu'on en a, beaucoup besoin en ce moment. Merci d'être avec nous pour un nouveau profil portrait index avec une personne qui s'installe sur ses canapés pour se dévoiler aussi, pour vous raconter son expertise et son parcours. Elle s'appelle Aude Nazerola et elle est avec nous. Bonjour Aude. Bonjour Marc, Merci d'être là et merci de vous confier à nous merci de m'accueillir. parce que c'est toujours intéressant et c'est essentiel dans l'index. C'est vraiment notre marque de fabrique, c'est de présenter bien sûr l'accompagnante, la thérapeute, même si vous n'aimez pas ce mot de thérapeute, hein, on va y revenir dans un instant, mais en tout cas de savoir quel est votre parcours de vie qui vous amène aujourd'hui à être ce que vous êtes. Pourquoi vous n'aimez pas le mot thérapeute? Alors c'est pas que je l'aime pas, c'est que je fais attention aux mots que j'utilise. Je pense que c'est important de pas tromper les gens et en l'occurrence, moi je suis, psychopraticienne, c'est une profession non réglementée. Ouais. Donc le terme thérapie, thérapeute est réservé aux professions réglementées, donc je pense que c'est important d'être clair par rapport à ce qu'on propose. Même si l'accompagnement, c'est aussi une forme Ça peut être une forme de thérapie, de bien sûr. thérapie Ouais. aussi, bien Mmh. entendu. Alors, vous avez entendu peut-être la première partie de ce que vous a présenté Aude. Couteau suisse, pourquoi? Couteau suisse, pourquoi? Parce que je m'intéresse à plein de choses Mm. et souvent d'ailleurs dans le monde du développement personnel, on sait quand on commence à se former, mais en général, il y a pas de fin. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est un long chemin et puis comme il y a des nouveautés, il y a des choses, qui sortent un petit peu tout le temps et on a envie de pouvoir proposer un panel d'outils le plus vaste possible à nos clients. Mm. Donc c'est vrai que voilà, j'aime bien toucher à tout et pouvoir dégainer le bon outil en fonction de ce que je ressens comme étant le besoin du client, ouais. Alors, quand on prépare un index, il y a toujours ce qu'on appelle le titre. Le titre qui est censé vous représenter au mieux, celui Mmh. qui vous caractérise le mieux. Vous avez dit accompagnante en relation d'aide. Oui. Euh, Ça a besoin d'être un petit peu éclairci, ça. Oui, parce que la relation d'aide, ça paraît un petit peu, fourre-tout, un peu obscur, mais en fait, c'est une technique d'accompagnement assez précise puisqu'elle est issue des travaux de Carl Rogers. Mm. On appelle ça l'approche rogerienne. Souvent, on entend ça, la posture rogerienne. Qui était ce monsieur? C'était un psychologue humaniste américain du XXe siècle qui a fait, des travaux formidables sur la psyché, et en fait, c'est une technique d'accompagnement qui est centrée sur la personne où vraiment notre objectif, si je fais court, hein, je vulgarise un peu, mais Ouais. c'est une approche centrée sur le cœur et c'est de laisser l'espace à la personne pour qu'elle soit complètement elle-même, complètement, autorisée à être, voilà, à faire, être libre avec ses pensées, ses émotions. Un état de liberté totale qui l'amène à cheminer plus sereinement vers la résolution de ses problématiques. Bon, et Donc c'est comment vraiment est-ce que une posture. Mmh. comment vous l'adaptez justement avec vos clients?
Alors moi, je suis un peu bavarde, donc Ouais? j'aime bien les échanges interactifs. Ouais. Donc c'est plutôt sous forme d'échanges, voilà, de questions-réponses, de reformulations, de mise en pratique aussi parce que j'aime bien mettre le corps en mouvement. Donc souvent à la fin, enfin la dernière partie, le dernier tiers de la consultation, c'est souvent, une mise en pratique, soit de visualisation, soit un exercice avec le corps, enfin quelque chose qui va ancrer un petit peu, dans l'instant, ce sur quoi on aura travaillé, juste avant. Donc ça veut dire qu'il y a cet échange et au fur et à mesure de l'échange, vous notez, j'imagine, quelques points sur lesquels vous avez envie de revenir et sur lesquels vous Voilà. allez travailler avec plus de précision? Voilà, c'est ça. Alors quand je démarrais, on préparait souvent les rendez-vous, on disait: «Tiens, cette telle personne, je vais lui faire travailler sur ça», puis l'expérience nous montre que la personne arrive toujours avec autre chose, Ouais. donc on improvise en fonction de ce qu'elle nous amène, et effectivement, je note, ce qui me paraîtrait intéressant de creuser et puis je propose et la personne reste toujours libre. C'est ça aussi l'approche centrée sur la personne, c'est je n'impose rien, je lui propose des choses et c'est elle qui, d'après son ressenti, ce qu'elle a envie de faire, elle dit: j'y vais pas», mais elle est toujours libre de, des outils, de la fréquence, de la durée, c'est elle qui pilote. C'est important qu'elle se sente, actrice de son accompagnement. Voilà, c'est Ouais. pour ça qu'on dit non directif. Ouais. On pourrait s'imaginer et si on devait se faire un peu l'avocat du diable, on pourrait se dire: «Mais alors tout est basé uniquement sur du dialogue?» Alors c'est pas que du dialogue, parfois on a juste besoin d'être, enfin moi en tout cas ça fait peut-être un peu naïf, mais j'aime bien cette posture du cœur, d'ouverture du cœur. C'est-à-dire qu'en créant cet espace vraiment, dénué de tout jugement, c'est pour ça que la posture est hyper importante, c'est ça qui va libérer inconsciemment la personne qui est en face. Parce que le dialogue pur, c'est du mental. C'est-à-dire voilà, on dialogue, j'ai des idées et cetera, c'est notre cerveau qui nous Mmh. fait là, c'est plus quelque chose de plus impalpable, de plus invisible et de plus intuitif qui va se jouer, en arrière-plan, en Donc ça fait. veut dire que ce dialogue, vous l'orientez, Alors non, je l'oriente non, je ne l'oriente pas, c'est non? en fonction de ce que la personne va m'amener, je vais reformuler, je vais, questionner, de manière ouverte et non influencée. Enfin voilà, Ouais. j'essaye Oui, donc surtout de pas orienter, quoi. oui, mais les questions, elles sont ciblées, Elles sont ciblées en fonction de ce que la ce personne que me dit. vous Je vous l'amène à raconte. Ouais, c'est creuser, en ça. fait, Ouais, voilà, c'est le ça. sujet qu'elle m'amène, ouais. Ouais. Mmh. Alors on va voir évidemment, qui fait appel à vous, ce que vous préconisez dans cette, relation, dans cet accompagnement de relation, en relation d'aide. Mais votre parcours de vie, moi je lis et j'aime bien regarder le fameux avant. Quelle était votre première partie de vie? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une session à un moment donné dans votre vie et il y a une première partie de vie et ensuite ce que vous êtes aujourd'hui? Tout à fait. Mmh. Moi, j'ai une formation d'ingénieur juriste en environnement. Ce que je voulais, c'était sauver la planète. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études à la Fondation Cousteau. J'étais avec mon bonnet rouge, café cognac, sur l'Alcyone, à 9 heures du matin. Enfin, c'était une expérience incroyable. Donc j'étais vraiment partie un peu dans un côté militante, écolo et puis finalement, j'ai pas pu, me réaliser là-dedans, j'ai pas trouvé de travail. OK. Donc j'ai atterri dans le monde merveilleux de l'entreprise. Mmh. Où là, je me suis un petit peu pris un TGV, dans la figure, parce que, bah, plein de voilà, l'entreprise quoi, Ouais. tout simplement. J'étais pas forcément préparée, venant du monde un peu associatif ONG, et j'ai travaillé dans tout ce qui était système de management, ISO 14001, ISO 9001, les normes en fait, C'est ça. Ouais, environnementales ouais. et puis les normes se sont cumulées, qualité, santé, sécurité au travail, jusqu'à, finalement rentrer dans le monde, du bâtiment et des travaux publics. Ouais, rien à voir. Rien à voir, Ah ouais, ouais. pas super irréprochable en termes d'environnement d'ailleurs, encore beaucoup de À boulot. l'époque en tout cas. Maintenant aujourd'hui les choses évoluent quand même, Ça non? va pas très Non? vite, mais C'est bon, vrai? Bon, voilà. bon. Mmh. Et et puis du coup, je mon mé en fait, je me suis un peu éloignée de ma formation de cœur sans vraiment m'en rendre compte. Parce que la santé sécurité, c'était pas mon truc de départ, je faisais quasiment plus d'environnement Ouais. et donc il y a un moment où, je me suis dit: ça peut pas continuer», mais ça a été un long processus parce que j'ai été stressée en fait, donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit aussi, ce livre-là, mais On on va en en parlera. parler, ouais. Mais, il y a eu un moment alors il y a eu 2 moments phares. Ouais. Il y a eu ma sœur qui a fait un burn-out, quelques années avant et je pense que grâce à son expérience, ça m'a évité d'en faire un Et et j'ai vous dites pas à cause? dit: «Grâce», bah, je m'en Ouais. suis même pas rendu compte, oui. Mmh. Donc ça, c'était un premier point, ça m'a permis de me vraiment creuser sur ce sujet, c'est de comprendre, c'était il y a 10 ans, on n'en parlait pas autant que maintenant, quoi. Ça a été compliqué pour elle? Ça a été très compliqué, c'est quelque chose dont, c'est difficile de sortir quand on fait pas le travail vraiment d'introspection, profond que ça nécessite, quoi. C'est-à-dire que souvent le burn-out, on a l'impression que, bah, il suffit de changer de boîte, de chef, de service, mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Ouais. Donc il y a eu cette expérience qui m'a fait prendre conscience que moi-même j'étais en stress chronique et que si je continuais comme ça, c'était ce qui m'attendait. Ah je pensais que vous alliez dire, je pensais pas que vous auriez cette réflexion-là. Je pensais que vous auriez pu vous dire: «Je suis désemparé parce que je ne peux pas nécessairement l'aider ou l'accompagner».
Alors, j'ai aussi eu cette phase-là, Ouais, c'est vrai. Vous avez raison de le souligner, Marc, c'est très, subtil de votre part. J'ai cherché à l'aider, mais enfin, j'ai cherché plutôt à la sauver, je pense aussi quelque part, ouais, et on comprend aussi après avec le chemin de thérapeute qu'on sauve personne en fait, hein, et qu'on déjà on s'aide de soi-même et ensuite on peut aider les autres, mais non, c'était un chemin qui lui appartient de toute façon, et ouais. on peut être dans l'écoute, on peut être dans la compassion, mais on peut pas forcément faire beaucoup grand chose de plus. Et puis le deuxième événement où vraiment je me suis dit: «Il va falloir faire quelque chose», c'est que j'étais en train d'animer ce qu'on appelle des quarts d'heure sécurité. C'est des sensibilisations sur la sécurité sur les chantiers, et je pense maintenant, je dirais que j'ai fait une forme de dissociation, en fait. Je me suis retrouvée un petit peu, au-dessus de moi-même, et puis je me suis vue en train d'animer en mode pilotage automatique total, cette formation, enfin cette animation Oui, sécurité. vous dites sortie hors du corps, hein? Ah ouais, j'étais au-dessus de moi et je me regardais voilà, je me voyais en train d'animer Ouais, la session. ouais. Et ça et vraiment, j'étais spectatrice de moi-même, quoi, et ça m'a quand même beaucoup marquée, et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un truc qui allait pas et qu'il fallait peut-être que justement parce que je m'étais éloignée de ma fibre, de ce qui me faisait vibrer, Ouais. il y avait peut-être des changements à apporter dans ma vie, quoi. Mais c'est là où c'est intéressant parce que quand on fait ce constat-là, et c'est là où ça me fascine et l'index est aussi là pour ça, c'est de se dire: «OK, on comprend. OK, on voit qu'il y a quelque chose effectivement qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'on fait après?» Mmh, Quelle est la première action, la première démarche mmh, que l'on met en place, que l'on envisage de faire, pour justement se réaligner mmh. et pour être raccord? Qu'est-ce que vous avez fait dans la foulée alors? Eh bien, je suis persuadée que la première chose à faire, c'est l'inverse de ce qu'on fait, c'est-à-dire faire un stop. J'ai négocié une rupture conventionnelle et je me suis dit: «Voilà, j'ai 2 ans, pour, me poser, me retrouver, mieux me connaître, savoir, voilà, vers où j'ai envie d'aller, me laisser, guider un peu par les opportunités et par ce qui va se présenter». Et en fait, on se rend compte souvent, hein, les gens, c'est pareil, quand ils sont en burn-out, on leur dit: «Il faut s'arrêter», parce qu'il faut ce temps de prise de recul. Parce que quand on est la tête dans le guidon, on peut pas avoir ce temps-là, Mmh, et ça, c'est extrêmement dur pour les gens, et au contraire, ils continuent à faire le petit hamster dans la roue, alors qu'en fait, il faudrait pouvoir faire un stop, s'arrêter et faire un pas de côté, quoi. Donc vraiment, je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est faire un stop, d'une manière ou d'une autre, et prendre le temps d'y voir plus clair, parce que tant qu'on est dedans, on peut pas avoir la lucidité et le discernement, en fait. et c'est ce que vous n'avez pas fait? Alors ça, moi, je l'ai fait après ma rupture conventionnelle, voilà, donc Ouais. j'ai eu, quelques mois, Mmh. où j'ai décidé, je me suis dit: «Bah, finalement, j'ai un peu de temps pour voir venir, et si je lançais, ma boîte?» Alors c'était pas du tout quelque chose, j'avais toujours dit que c'était pas fait pour moi. Je me suis dit: «Bon, finalement, j'ai pas de risque, à part que ça fonctionne pas, mais c'est pas Mmh. très grave, et je Mmh. repartirai au salariat». Bon, il se trouve que ça a bien fonctionné, donc Mmh. Mmh. j'ai bien fait. Mmh. Donc, pourtant, on n'est pas, au cœur même de ce qui vous animait au départ, c'est-à-dire sauver la planète, l'écologie, Alors détrompez-vous. c'est vrai? Moi, je considère que, finalement, je voulais sauver la planète, bah, en aidant les gens à aller mieux. Si on considère que chaque personne est un monde à part entière, bah, finalement, quelque part, on contribue aussi à un monde meilleur. Le raccourci est pas mal. En tout cas, moi, Oui, j'aime bien le voir comme ça. ouais, c'est vrai, on peut le voir comme ça. Ouais. Ouais, C'est comme on dit, hein: «Vous voulez la paix dans le monde, commencez à faire la paix avec vous». Mais je pense ouais, que ça contribue à un niveau modeste, mais ouais. ça contribue en tout cas. Alors après, effectivement, sur l'échiquier de l'accompagnement, il y a énormément de possibilités. Mmh. Il va falloir peut-être se spécialiser, il va falloir essayer d'approfondir. Quelles sont les premières formations que vous envisagez à ce moment-là? Alors, j'ai fait des formations assez classiques sur les risques psychosociaux, voilà, un peu génériques, alors non, le 1re formation que j'avais montée, c'était sur les émotions, mais c'était avant le covid que je me suis lancée. J'étais toute fière de mon atelier sur, la régulation émotionnelle. Je me suis dit: «C'est génial, ça va aider les gens», parce qu'on n'a pas appris en fait, nous adultes, maintenant ça commence, chez nos enfants, mais à réguler ça, et je pense que c'est vraiment une clé de mieux-être. Total, j'en ai vendu zéro. Donc je me suis un peu découragée, et là-dessus, le covid est arrivé, Ouais, et alors là, j'ai passé mon année 2021 à faire 70 d'ateliers de formation sur les émotions. Parce qu'on a été tellement débordés par et la bien sûr, peur, la colère, là, là, bien là, sûr. que du coup, ça a fait rentrer les émotions dans le monde de l'entreprise, donc ça, c'était chouette. Donc Vous voilà, faites c'est encore partie de ces gens parce qu'on on s'est rendu compte de ça, c'est-à-dire que maintenant on a un peu le recul, 3 ans après la vague covid et tout le drame évidemment qui s'est joué autour de cela. Il y a des gens qui ont tiré leur épingle du jeu de cette situation de mmh. covid, hein? Bah, oui, comme dans toute, crise, hein, vous savez, on dit que les diagrammes japonais, la crise, c'est, l'opportunité et la crise en même temps, hein. Donc oui, je dirais tant mieux si ça sert ce sujet-là. En tout Mmh, cas, c'est vrai que les entreprises, ça a mis le sujet des risques psychosociaux sur le devant de la scène. mmh, Bon, on a fait plus de formations, voilà, ils ont senti que les managers avaient besoin d'être accompagnés, mais c'est vrai que sur le fond, mmh. C'est pas encore c'est pas ça. encore ça. Il y a du Mmh. travail. Il y a du travail. Alors là aussi, on dit souvent qu'il y a un mal en France, c'est le mal franco-français des managers. Est-ce que c'est vrai à votre avis? Est-ce que, vous avez le sentiment que ces managers sont souvent mal formés ou mal accompagnés, mal structurés pour manager les équipes? Est-ce que c'est un mal franco-français?
Alors je sais pas si c'est franco-français, ce qui est sûr, c'est qu'on a une vision du manager comme étant un peu la voie royale, quoi. L'évolution classique, c'est de si on devient manager, c'est qu'on a réussi sa carrière et cetera. Sauf que c'est pas fait pour tout le monde et qu'il faut vraiment avoir une appétence pour l'humain, pour la remise en question, pour l'ouverture, pour le cœur et cetera, et que c'est OK qu'il y ait des gens qui aiment pas manager, en fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de managers qui ont pris aussi des fonctions dont ils avaient pas forcément soit conscience, Ouais. soit envie, quoi. Et en plus, c'est vrai qu'on les accompagne pas beaucoup. Moi, je me souviens avoir eu des patrons me dire, «Bon, les managers, on les lâche dans le grand bain, puis on regarde s'ils savent nager et c'est comme ça qu'on verra, si c'est des bons managers, quoi». Donc bon, c'est pas forcément ce C'est qui pas marche le ouais, mieux. c'est C'est pas pas des forcément super ça. cadeaux, quoi. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est on a pris quand même l'angle de l'entreprise. Mmh. Le particulier. Ouais. Le particulier, est-ce qu'il y a des gens qui viennent et qui vous consultent et qui ne savent pas pourquoi ils viennent d'ailleurs? Hem, je crois que c'est jamais arrivé, c'est-à-dire que même s'ils savent pas pourquoi ils viennent, ils savent qu'ils sont pas bien. Donc à la limite, ils disent plutôt, bah, je sens que je suis un peu déprimé ou j'ai un certain mal-être, je sais pas trop pourquoi, peut-être éventuellement. Mais sinon, souvent, il y a quand même des objectifs ou des intentions qui sont assez claires. Mmh. Alors votre, consultante en prévention des risques psychosociaux, relations d'aide, approche holistique, quelle est donc cette approche holistique? Bah, c'est de considérer que l'être humain, c'est, une tête, un corps et un esprit et qu'on peut pas travailler de manière compartimentée, de manière segmentée et qu'il faut qu'on mette toute cette belle machine ensemble, quoi. Donc au début, moi, j'étais beaucoup dans la thérapie verbale parce que c'était ma formation de base. Puis j'ai vite compris qu'il fallait mobiliser le corps, qu'il fallait mobiliser le cœur, qu'il fallait aller voilà, plus en profondeur sur certaines choses. Donc l'approche holistique, c'est vraiment l'approche de l'être humain dans sa globalité. Mmh. L'approche avec le corps, c'est ça qui je pense qu'il faut qu'on fasse un petit focus là-dessus. Quel est-il? Alors, l'idée, c'est que on se rend pas compte, mais le corps, il encaisse énormément d'émotions, non Clairement? exprimées. Alors, je sais pas que c'est, émotion, ça vient du latin ex movere, qui veut dire sortir d'eux. Donc une émotion, elle est faite pour sortir de nous. Et souvent, on encaisse et on ne sait pas les exprimer, on ne sait pas quoi en faire, donc elle reste à l'intérieur du corps et donc c'est là que souvent, ça peut se transformer, en symptômes. Alors évidemment, hein, quand il y a des symptômes, première chose à faire, on va chez le médecin, mais Mmh. parfois, ça arrive, hein, on fait des examens et on nous dit: «Bah, il y a rien». Donc c'est Ouais. intéressant d'aller creuser ça. Et vous avez pardon, je vous coupe, mais vous avez raison de dire, on se substitue pas Absolument pas. À la à médecine, à la médecine dite allopathique. classique, Ouais, voilà, ouais, tout à fait. traditionnelle. Oui, Mmh. c'est important de le Mmh. rappeler. Donc du coup, le corps, c'est comme s'il avait encaissé de la charge émotionnelle et on se rend compte que la libération des émotions par le corps, que ce soit de la danse, que ce soit de l'art, que ce soit plein d'autres choses, bah, ça permet, en court-circuitant un peu le mental, de libérer des charges émotionnelles qui seraient bloquées dans le corps et en tout cas, dans le ressenti que disent les gens, ça leur fait beaucoup de bien. Et alors donc ça se traduit comment lorsque vous les pratiquez? C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a du mouvement Alors ça parfois? peut Vous en faites fait, des ça dépend. exercices? Ouais, voilà, ça peut être de la mise en mouvement, ça peut être, de la danse aussi, ça peut être, juste des exercices de relaxation avec le corps, un peu de qigong aussi, ça peut être des choses comme ça. Enfin, il y a plein de panels, ça peut être du dessin, parce que ça aussi, c'est une façon de se mettre en mouvement ou des mandalas ou plein d'autres choses. Donc Mmh. il y a une grande palette Une d'outils, grande ouais. palette, ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, vous adaptez systématiquement, entre guillemets, «votre Oui, diagnostic» en fonction de, oui, alors je fais pas de diagnostic parce que je suis pas médecin, on est d'accord, mais en mais tout cas, oui, le c'est ça. profil le Ouais, ouais. profil, l'approche que vous Ouais. allez avoir avec votre client. C'est pour ça que l'intérêt d'avoir une multiplicité d'outils, c'est de se dire tout de suite: «Tiens, tel truc, ah bah là, effectivement, par rapport à la personnalité de la patiente, ou la problématique, bah, c'est tel outil, ça me paraît adapté». Bon, Mmh, des fois, on se plante quand même, hein. mmh. Il faut en trouver un autre, mais Alors juste pour revenir sur sur votre épisode de vie où vous dites: «Voilà, je me suis vu à un moment donné, un petit peu en hauteur comme une décorporation». mmh. Est-ce que, vous êtes allé plus loin encore à essayer de comprendre ce qui vous était arrivé et si vous n'aviez pas, une dimension spirituelle plus? Alors, j'avais pas fait le rapprochement, mais à l'époque, c'était donc, en 2017, je Mmh. crois, et en 2018, il m'est arrivé, alors j'ai pas cherché à creuser sur le coup, je me suis juste dit: «Bah oui, c'est un phénomène, de dissociation un peu, bon, classique». Ça m'avait quand même marqué, mais par contre en 2018, j'ai vécu des choses à titre personnel, qui m'ont ouvert à des choses, Plus spirituel, ouais, voilà, disons inexpliquées, genre? irrationnelles. Oh bah, genre, À moins que vous n'ayez pas envie d'aller sur ce non, terrain. alors non, moi j'assume plutôt bien, je m'en cache pas, mais genre, communication avec des défunts, voilà, des choses, impalpables, énergétiques, mais qu'on sent, ou alors une très forte intuition, voilà, une forme de médiumnité, enfin des choses, voilà, qui maintenant aujourd'hui on parle un peu plus, Et que vous assumez aujourd'hui ou pas? que j'assume très bien, alors que je n'affiche pas forcément. Là, bah, là, c'est trop tard maintenant. C'est vrai, J'ai fait mon coming out c'est de sûr que là, ça y est, spiritualité. c'est fait. C'est vrai que j'ai pas mis, je fais de l'énergétique aussi, je fais des soins énergétiques, mais je l'affiche pas forcément parce que pour moi, c'est un outil de la relation d'aide et voilà, c'est donc je le mets pas forcément en avant. Par contre, j'en Mais parle très mais facilement. vous l'utilisez. Mais je l'utilise, ouais, bien sûr. Ouais, parce que ça donne de très bons résultats. Mmh. C'est complémentaire à votre approche, Absolument. dite psychologique. Ouais, Ouais. ouais.
C'est étonnant c'est fou parce que beaucoup de vos confrères ou consoeurs qui se sont, installés ici, il faut que j'aille chercher cette information sur la Mmh, dimension spirituelle. Et c'est toujours un petit peu caché sous le coussin où on se dit: mmh. J'aime pas trop aller sur ce terrain-là», alors qu'en fait, Bah, c'est alors oui et non. naturel. C'est vrai qu'on peut vite être taxé de charlatanisme. On sait quand même que tout le monde n'est pas forcément ouvert à ces thématiques-là et ça peut vite être suspicieux. Ouais, Moi, je considère que c'est des capacités de l'intuition, ou la médiumnité ou de la clairaudience, c'est des choses que tout le monde a, en fait. ouais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas que je veux pas le mettre en avant, parce que j'en parle très facilement et je propose régulièrement des soins énergétiques, mais je considère que c'est juste un outil dans la palette de la relation d'aide, quoi. Mmh. Donc c'est pas mais je sais que je m'en suis rendu compte, c'est quand il m'est arrivé toutes ces choses un petit peu en plus moi ingénieure, bien rationnelle, hein, quand Ah même, oui, bien bien sûr, informatée. bien sûr. J'ai Et c éduqué de cette manière-là, j'imagine, en Bah, plus? oui, oui, pas du tout dans le truc, Ouais, dans la religion, mais pas dans la ce côté-là, en tout cas. Et moi, je pouvais pas garder ça pour moi, j'en ai parlé à toutes mes copines, à tous à mes clients, à plein de monde et je me suis rendu compte que tous les gens avaient une anecdote ou quelque chose ouais, qui leur était ouais, arrivé et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, c'était hyper tabou, mais que tout le monde avait des choses à raconter là-dessus. ouais, Et donc ça m'a confortée dans le fait qu'il fallait pas hésiter à en parler donc ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes, aligné avec tout ça? Est-ce que vous êtes, vous vous sentez à votre place? Vous êtes la commandante Cousteau, du bien-être et de l'accompagnement d'aide? Alors, j'aimerais vous répondre oui, Mmh. Marc, Mais? mais je pense que l'équilibre et l'alignement, c'est quelque chose qui est en totale instabilité Ah, c'est ça permanente, qui est quoi. ouais, Et ouais, donc je suis dans cette, quête, en tout cas, donc dès que je sens que ça se désaligne trop, j'essaye de réajuster. En plus, j'ai un peu la bougeotte, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, j'ai envie de faire plein de trucs, donc du coup, je suis toujours un petit peu dans cette recherche d'équilibre et d'alignement mais qu'est-ce qui et vous manque? bah, je sais pas, les surprises de la vie, on verra, je sais pas exactement. Mmh. Là, je sais que j'ai plus envie de travailler avec le groupe, par exemple, que de l'individuel. Voilà, OK. il y a des moments comme ça où je me sens plus Donc sous attirée, forme d'atelier peut-être? sous forme d'atelier, sous forme de stage aussi, parce que je trouve que Ouais, les stages de 3 4 jours en immersion, à la ouais, campagne, dans la nature, c'est très puissant ouais. et puis il y a quelque chose qui se dégage. Travailler en groupe, c'est hyper agréable parce que, bah, déjà, je pense qu'on a besoin de liens. Enfin, moi, j'ai appelé ma boîte Reliance, donc c'était déjà pas un hasard. C'est que je Mmh. pense qu'on a besoin de liens à soi et de liens aux autres et de liens, largement au monde. Mmh. Mais je trouve qu'en groupe, il se passe des choses et on s'est tellement éloigné, replié sur soi aussi ces 3 dernières années que je pense qu'on a besoin de se retrouver. Mais les gens ont du mal à faire le pas de se retrouver encore, hein. La facilité, c'est un peu de rester dans sa grotte, quoi. Donc voilà, donc il y a des choses qui vont m'attirer plus à des moments ou des nôtres et j'essaye de suivre un petit peu ses envies, ses intuitions, Mmh. mais c'est un travail de tous les jours. Et ces groupes, c'est pas nécessairement des groupes en entreprise, hein? Ce sont des Non, groupes de non, des groupes particuliers, particuliers, ouais. voilà, c'est Ouais, ça. ouais, Ouais. ouais. Bah, ce que Une j'aime sorte de avec les retraite, particuliers ouais, c'est ça. ouais, Ouais, c'est ça. retraite spirituelle. Oui, j'appelle pas ça comme ça, c'est Je sais vrai. que vous n'avez pas envie d'appeler ça comme Bah, ça. en fait, c'est des es je sais même pas si c'est une retraite spirituelle, c'est des espaces de bien Ouais, c'est ouais. des espaces-temps, enfin voilà, c'est ça. Moi, j'aime créer des espaces, Mmh. temps, où les gens se foutent la paix et sont eux-mêmes, sans masque, le moins de masques possible Ouais. et créer ces espaces en communion avec la nature, je trouve ça hyper Mais puissant. ça veut dire que tout le monde vient avec ses fardeaux? Ouais, bien sûr. Et On tout est le comme monde c'est et comme tout chez McDo, vous venez et comme vous êtes. exactement, et tout le monde accepte, de se dévoiler et de parler? Alors en général, les gens qui viennent, c'est plutôt des gens qui sont déjà, Ouvert soit à dans une ça. démarche, voilà, ouverts, Mmh. mais cela dit, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui aient pas envie et c'est OK, on va pas les forcer en tout cas. Mmh. Ils viennent comme ils Alors sont. on va parler de votre ouvrage que j'ai, là sous les yeux, mais juste avant cela, moi dans l'index, j'aime beaucoup les histoires. Est-ce que vous avez une histoire qui vous vient là, d'un client, une histoire marquante, d'un avant-après, d'une situation où vous êtes face à quelqu'un qui a une vraie problématique et avec votre accompagnement, se retrouve dans une autre situation, une évolution assez, flagrante et qui vous a profondément touché? Bah, j'ai la chance d'en avoir plein, donc Beh, ça c'est cool j'imagine, ouais. Mmh. en 5 ans, d'exercice. Bah, il y en a une en particulier qui me vient parce que ça m'avait marqué effectivement en 1 an. C'était donc une jeune femme. Moi, j'ai une population plutôt jeune, dans ma patientèle, Et plutôt femme? ouais, 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 beaucoup femmes quand ouais. même. C'était une femme qui était une jeune femme de 25 ans, toujours habillée tout en noir, assez triste, enfin voilà, qui était assez, chargée ouais, de fardeau comme vous disiez et en fait, on a fait un travail sur le transgénérationnel, donc on a été étudier un petit peu la lignée, des parents, des grands-parents. Alors c'était pas forcément la demande de départ, mais Comment vous avez fait? en fait, je me suis doutée qu'il y avait un lien parce qu'elle avait un profil de ce qu'on appelle le gisant. Le gisant, c'est, un des membres de la famille qui porte, le deuil de quelque chose de plus lointain, en fait. Donc on a commencé à démêler un petit peu ça et bon, je la fais courte, mais en gros, on a été, explorer cette voie-là et 1 an après et la date d'accompagnement, synchronicité,
On avait commencé le 1er septembre et elle m'a dit: «Bah, c'est bon, je suis prête», elle a fini le 31 août de l'année d'après et elle était, habillée en rouge, hyper pimpante, complètement Incroyable. métamorphosée physiquement, en fait Heu, et ça m'avait marqué cet avant-après de me dire: «Waouh, quand on Parce que s» là, physiquement, ça se ouais, voyait, ça se voyait clairement. même dans le s ouais, dans Ouais. l'énergie qu'elle dégageait et puis le style vestimentaire et cetera donc Alors c'était assez justement, chouette. parlez-nous un instant de cet accompagnement spécifique pour cette personne-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment s'est déroulé le travail? De quelle manière vous l'avez mis en place? Bah, je me rappelle plus parce que, en fait, moi, je suis très dans l'instant présent et alors j'ai une très mauvaise mémoire. Donc en fait, je fais en fonction de ce que je ressens, moi, à Paradoxalement, l'instant pour un T. ingénieur. Oui, bah, comme quoi j'ai bien bossé sur moi. Je peux être fière de mon C'est travail. vrai, c'est vrai. J'ai réussi à déconstruire pas mal de choses, Ouais, mais ouais, ça, c'est ouais. vrai. Donc je peux pas vous dire en plus sur un an, je sais Mmh, pas, mais mmh, en tout mmh. cas, il y a eu des visualisations, il y a eu des méditations, il y a eu des séances, de mouvement aussi, voilà, il y a eu une étude de l'arbre généalogique aussi. Elle a été enquêtée dans sa famille sur les histoires parce qu'elle connaissait pas du tout l'histoire de sa famille. Donc Ouais, voilà, c'était surtout sur ça. ouais. C'est passionnant de voir effectivement une évolution et C'est une passionnant. transformation, hein. Ouais, c'est Ouais, passionnant. ouais. Chronique d'un salarié en détresse. Voici un ouvrage. Alors vous allez me dire: «Ah, encore un livre de plus sur le développement personnel. Oh là là, encore un truc, il va falloir il est épais, il faut lire, et cetera, et cetera». Mais alors vous allez voir que alors vous allez nous le présenter, mais il a une spécificité, c'est qu'il se lit en fait sous la forme presque d'une BD en fait, Ouais, on appelle ça un roman graphique. un roman graphique, Voilà, c'est voilà, le terme exact. et c'est vachement bien fait. Alors, quel est l'intérêt de ce livre? Quelle est la genèse de ce livre? Alors la genèse de ce livre, c'est la rencontre avec, Michael, Loubatière, qui est l'illustrateur de ce livre. Mmh, En fait, je suis intervenue sur un sommet virtuel pour offrir une conférence sur les risques psychosociaux et Michael était, mandaté pour faire ce qu'on appelle, de la facilitation visuelle, mmh, du sketchnoting, on appelle ça et donc il a sketchnoté ma conférence en 1 à 4. Et quand j'ai vu le travail que ça demandait d'aller capter vraiment, bah, la substantifique moelle de ce que j'avais dit, les points importants et cetera, j'ai été assez impressionnée par ce travail-là. Ça nécessite beaucoup de qualité, de compétences et un petit peu au détour d'un commentaire, en rigolant, il m'a dit lui, il avait déjà été touché par le burn-out aussi dans mmh, sa vie perso mmh. et du coup, voilà, on il m'a dit: «Bah, ça me donnerait presque envie de faire une BD» et je lui ai répondu: «Bah, chiche, on y va». Je l'avais jamais vu, il était à Bordeaux, moi à Paris et on s'est dit: «Vas-y, on y va». Génial. On a fait une danse de la joie. En 1 heure, on avait dit qu'on y allait, quoi. Comment vous l'avez structuré ce livre? Comment est-ce qu'il est, chapitré si je puis dire? Si on Alors, il y a peut 3 parler grandes comme ça? parties. La première, c'est dynamiter un petit peu les idées reçues sur le stress chronique et le burn-out, parce que le burn-out, c'est quand même un mot qui est utilisé un peu à tort et à travers. Oui, alors oui, c'est On a oui. te on entend des gens maintenant qui disent qu'ils ont fait 3 burn-out. Bon, je veux dire, ils sont un peu en forme pour quelqu'un qui a fait 3 burn-out, mais donc ça méritait quand même de repréciser qu'est-ce que c'est le stress chronique, qu'est-ce que c'est le burn-out, de quoi on parle. Quelle serait votre définition d'ailleurs du burn-out? Le burn-out, c'est la définition de l'OMS, elle est très bien, c'est un état de stress chronique qui n'a pas été géré. Donc c'est-à-dire que si on reste trop longtemps dans un état de stress chronique et qu'on fait rien, bah, l'issue fatale, ça peut être, probablement le burn-out. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est, pour aider les gens à détecter mieux les signaux d'alerte, parce qu'en fait, il y a des signes avant-coureurs et tous les gens qui font des burn-out nous disent la même chose: «J'ai pas vu ou j'ai pas voulu voir les signes». Mais en fait, ils étaient là. Il y a Mmh. des symptômes qui s'accentuent, il y a des symptômes émotionnels, cognitifs, physiques, enfin, il y a plein de choses. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est vraiment apprendre à mieux détecter les signaux d'alerte, parce que pour moi, c'est ça de la vigilance partagée. Si je suis plus à l'écoute de mon corps et de mes signaux et de mes Mmh. émotions, bah, je vais peut-être pouvoir, réagir plus facilement et réajuster. Et puis la troisième partie, bah, là, c'est plutôt la partie un peu thérapeutique, je dirais, de ma casquette, de relation d'aide. C'est donner quelques pistes un peu comme ça en pêle-mêle de, ce sur quoi on travaille beaucoup avec les gens victimes de stress et de burn-out. Donc c'est plutôt pour donner envie aux gens de creuser, les choses qui leur parlent en fait, un petit peu à la carte. Heu, voilà. Ce qui est fascinant parce qu'il est simple, Ouais. il est ludique, il est très explicite et je trouve que c'est une des excellentes manières, d'expliquer Mmh. les choses Mmh. et d'avoir une approche un petit peu moins, classique. Ouais. Parce qu'on lit beaucoup de choses, hein, sur le burn-out, sur le stress en règle générale et c'est vrai que parfois il faut s'envoyer des péplums, qui sont assez conséquents. Oui et alors on est très content de ce format-là, déjà parce qu'il n'existe pas. Donc Mmh, il y a c'est une vrai. BD qui existe, mais sous forme de roman graphique comme ça en A5, un peu avec un street art, ça n'existe pas. Mmh, Et c'est vrai que le visuel, moi ça m'a aussi fait prendre conscience que le visuel pour traiter les sujets lourds, bien sûr, mais en une photo, enfin il y a des gens qui nous ont dit: «J'ai eu un choc en voyant telle planche», parce que absolument. ça a marqué, parce que les mots bien choisis avec la bonne image, bah, ça percute beaucoup plus rapidement en fait. Ouais, clairement. Voilà, vous avez ce genre de choses. Alors c'est vrai que ça peut paraître, un peu enfantin
C'est-à-dire quand on le voit comme ça, on se dit: «Oh là là, c'est pas ce qui va m'expliquer le pourquoi du comment ici, en fait». Et si, en tout cas, les retours qu'on a, sont vraiment dans ce sens-là. Ils nous disent que c'est très impactant, que ça aide à prendre conscience. C'était ça, moi, que j'avais voulu, c'était pouvoir aussi, éclairer et moi, j personnellement, il y a des livres qui ont, je vais pas dire changé ma vie, mais qui m'ont vraiment fait beaucoup d'impact et tout le monde n'a pas les moyens de se faire accompagner, c'est pas remboursé, c'est pas Mmh. forcément évident financièrement et je m'étais dit: «Bah, un livre, ça va permettre de diffuser plus largement l'info» et ouais, vraiment, les gens nous disent que c'est assez percutant, ouais. Alors, vous êtes en auto-édition, Ouais, donc on le trouve directement sur votre site? tout à fait, ouais. Voilà et on peut l'acheter, Ah, pour l'instant, on ne sait pas parce que comme il faut rêver grand, on nous a dit que le best-seller, c'était 10 000 exemplaires. mmh, Bon, on en a tiré 500 pour ouais, l'instant. ouais, Bon, on ne sait pas, hein. mais oui, bien sûr, mais je pense que mais vous l'avez proposé des éditions? En fait, non, pas Ah bah encore. oui, là, effectivement, si les éditions ne savent pas Les que vous les gens existez, pensent c'est souvent que compliqué. les gens pensent souvent que l'auto-édition, c'est parce qu'on s'est fait refouler des maisons d'édition, mais on avait tellement envie de liberté pour ce premier ouvrage, OK, enfin, OK, moi surtout, que ouais, j'avais dit: «Voilà, en carte blanche, on fait tout». Bon, ça a été un sacré boulot. mmh. Par contre, je pense que potentiellement, on pourra toujours le proposer plus tard, ouais. Bien sûr et ça veut dire aussi que, vous avez dit pour ce premier numéro, c'est-à-dire qu'il y en a on peut y en avoir un second? Bah, moi, j'ai découvert, la création d'un objet. Je suis quand même plutôt dans l'accompagnement, invisible, en fait, dans de la prestation intellectuelle, on va dire. Mmh. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à créer quelque chose de concret dans la matière, quelque chose qu'on peut donner, où les gens peuvent stabiloter, revenir dessus, et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment très plaisant. Donc forcément, ça a ouvert la porte Mmh. Ça donne envie, hein. à plein d'autres Ouais, outils, à ouais, plein d'autres idées. ouais. Heu et puis, ouais, créer comme ça, c'est vraiment quelque chose de moi, ça m'a donné beaucoup de joie Mmh. et je pense que la joie, c'est toujours un indicateur qu'il faut continuer, dans cette voie. Qu'il faut persister, et Ouais. poursuivre. Juste un mot, vous avez dit tout à l'heure quand vous avez pris l'exemple de la personne que vous avez accompagnée qui était vêtue de noir et qui Mmh. ensuite évidemment se libère et s'éveille comme ça a duré 1 an. Mmh. Ça veut dire que les accompagnements sont à moyen, long cours? Alors la relation d'aide, on dit que ça fait partie des thérapies brèves. Mais en fait, thérapie brève, c'est entre 3 mois. C'est-à-dire soit le problème est très ponctuel et en quelques séances, ça peut être OK, soit il y a un travail plus en profondeur. En général, ça peut être 1 an, 2 ans. Mais ça reste bref, en fait, 2 ans. C'est pas comme de la psychanalyse où on part pas pour 5 ans, 10 ans. Mon Mmh. but, c'est quand même de pas voir les gens trop longtemps, quoi. Si ça s'éternise trop, c'est qu'il y a quelque chose qui patine un peu, quoi. Mmh. Mais ça reste 2 ans, c'est considéré comme étant plutôt court. Ouais. Est-ce qu'il y a dans votre activité, dans la palette des outils que vous utilisez, dans l'éclectisme des approches que vous pouvez avoir pour aider, des choses, que vous avez envie d'approfondir ou de vous former davantage sur d'autres outils? Ah bah, il y a plein de trucs, il faut que je me réfrène parce que sinon, je C'est vrai, vous partirais bah, feriez oui, que oui. ça? Ouais, je passerai ma vie en formation, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de thérapeutes qui se forment beaucoup, il y a les constellations familiales, qui sont, passionnantes, il y a les réflexes archaïques aussi avec le corps, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Mais je me suis aussi réfrénée parce que c'est ça aussi peut-être, c'est l'écueil, c'est la consommation de d'outils alors Mmh. que parfois, je pense que l'accompagnant, ce qui est important, c'est sa posture, la façon dont il travaille sur lui et son ouverture de cœur. C'est pas tellement les outils, en fait. Mais ça, c'est ma croyance. Mmh. Voilà. Je pense que donc j'essaye de me dire, c'est pas je veux pas que ça devienne une autre forme de boulimie ou de Ouais. voilà, j'essaie de rester déjà avec ce que j'ai et de consolider ça. Alors, c'est vrai que vous parlez, des risques, psychosociaux, vous parlez d'autocompassion, d'accompagnement en relation d'aide. On a quand même bien pris conscience que la dimension spirituelle chez vous, elle est bien installée, que vous êtes toutes de violet vêtues. C'est vrai. C'est pas un hasard, Ah, bah, je sais pas. c'est pas un hasard, Non, c'est pas un hasard. très clairement et que, on a le sentiment aussi que vous essayez d'assumer ça de plus en plus. Mmh. Bah, oui, parce que moi, il y a quelque chose en lequel je crois beaucoup, c'est que quand on s'autorise à être soi-même, avec les côtés, sympas et moins sympas, mais ça autorise aussi les autres. Donc je me dis que quand on en parle librement, bah, ça peut faire écho à d'autres gens et ça peut les aider à assumer aussi et puis c'est comme ça que finalement ça fait boule de neige et qu'on s'élève tous un peu, collectivement, quoi. Je vous laisse le mot de la fin, Aude. Qu'est-ce que vous aimeriez, confier à ceux et celles qui regardent, votre index et qui se posent encore, peut-être des questions, qui ont quelques appréhensions, qui ont des doutes, qui ont des interrogations ou qui ont ce mal-être, qui les envahit et qui sentent qu'effectivement ces personnes sont sur la pente, un peu glissante? Bah, ne restez pas seul, ça c'est quand même la première chose à faire. Moi, je sais que quand j'ai moi-même vu mon premier psy, j'ai mis 5 ans avant d'aller voir un psy, de faire ma première thérapie. Et il faut en trouver un bon. Il faut en trouver un bon, voilà. En tout cas, qui nous corresponde. Suivez votre intuition, Ouais. demandez aux gens. Si vous le sentez pas, s'il y a quelque chose qui est pas OK, ne forcez pas. Il faut vraiment que vous sentiez en confiance, de travailler. Moi, je sais que quand je me suis retrouvée sur le fauteuil de mon premier psy, je me suis dit: «Bon, tout ça pour ça, si j'avais su, j'y serais allée plus tôt». En fait, on se fait un monde un peu de tout ça, mais c'est surtout un bel investissement que vous faites sur vous-même et je crois que s'il y a un investissement à faire en ce moment,
malheureusement avec l'inflation, c'est le poste de dépense qui saute un peu, Mmh. bah, ça serait vraiment d'investir sur soi pour arriver à être, un peu plus centré et un peu plus serein dans un monde qui est quand même très, très, très anxiogène, on va pas se mentir. Et puis je crois aussi beaucoup l'autocompassion, c'est, voilà, le monde est déjà compliqué, apprenons aussi à nous foutre la paix et à s'écouter, à s'accompagner soi-même avec autant de bienveillance qu'on accompagne nos proches parce on tolère pas des autres plein de trucs, mais nous-mêmes quand on voit la façon dont on se parle, la façon dont on se traite, je pense que là, pour le coup, l'autocompassion, c'est un levier qui peut vraiment aider à s'accompagner de manière, beaucoup plus, douce et sereine, dans cette vie agitée, on va dire. Ça s'apprend? Ça s'apprend, absolument. Il y a des techniques, voilà, il y a plein de choses. C'est ce que j'essaie de transmettre pendant mes stages et mes ateliers, ouais. L'autocompassion. L'autocompassion Ouais. et Fabrice Midal dit un truc que j'adore. Il Eh oui, dit, bah, forcément avec son évidemment, bouquin «Foutez-vous la évidemment, paix», ouais. et vraiment un bouquin qui m'a beaucoup impacté. Il dit finalement: «C'est fou le harcèlement moral, c'est quand même un délit qui est puni, enfin c'est, droit pénal, hein, puni par une amende et une peine de prison. Mais l'auto-harcèlement moral, c'est open bar. En fait, on pourrait finalement s'auto-flageller tout le temps et il se passerait rien». Et donc quand ça m'avait fait un tel déclic, je m'étais dit: «Beh, c'est vrai que si on pouvait», donc on peut très bien apprendre à passer de cette posture de juge intérieur à un peu l'auto-coach quoi, être son propre coach. Ça, je crois que c'est vraiment un apprentissage de fond. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux vraiment développer cet accès-là, parce que c'est des outils pour moi, qui sont vraiment des clés de mieux-être. Mmh. Et l'autoflagellation, comme vous dites, mais tout le monde le Ouais, fait. ouais, tout le monde. Tout le monde le Mmh. fait. Ouais. Et alors c'est drôle que vous en parliez parce que, on a souvent des réflexions, qui sont un peu évidemment péjoratives quand on s'auto-condamne ou Mmh. on s'autocritique. Donc il y a des mots comme ça qui fusent en disant: «Mais c'est pas possible», voilà, bon. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut arrêter, Ouais. en tout cas qu'il faut essayer de mettre un peu en veilleuse, Mmh. et donc ça s'apprend. Absolument, c'est Mmh. la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du jour. Aude Nazerola, vous avez autour de cette vidéo l'intégralité de ces liens pour rentrer en contact, avec elle, son site internet bien entendu. Vous avez le petit bouton, il est marqué «Contacter Aude». Vous irez sur son site internet pour vous procurer bien sûr son ouvrage, qui est ici, qui est en auto-édition, qui est donc disponible pour l'instant, parce que comme ils vont en vendre des millions, On espère. bon, beh, bien sûr. Ils seront prochainement peut-être dans une maison d'édition, mais en tout cas là, ils sont libres, et c'est au travers du site internet, d'Aude, évidemment. Merci infiniment d'être venu nous Merci voir. Marc. Merci pour cette belle expertise, pour cette belle analyse, l'accompagnement en relation d'aide et parfois c'est toujours bon, de se prendre en main et si vous en ressentez le besoin, eh bien voilà, vous avez, Aude en l'occurrence qui est là pour vous aider. Bon retour, vous Merci n'êtes pas très, beaucoup. très loin de chez nous, Non, donc ça va. les tours de la Défense. Ah, les tours de la Défense, tellement beau. C'est beau, sa plage, son casino, sa sérénité. C'est pour ça qu'il faut être bien centré, hein. Merci infiniment. Merci Marc. Très bon, très bonne journée à tous. Vous, pouvez partager, commenter et bien évidemment, retour très vite pour un prochain, portrait index. Je vais y arriver. Salut.